Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va avoir une conférence de Audrey Dussutour, qui est directrice de recherche au CNRS à Toulouse et qui est aussi la marraine du festival et qui va nous parler du Blob. Et notamment, vous avez ce livre qui est sorti l'année dernière et qu'elle dédicacera aussi après la conférence, donc sous les tentes. Elle a aussi participé à l'anthologie, donc vous avez aussi une nouvelle de Audrey dans l'anthologie et vous pouvez aussi faire dédicacer. Voilà, je te laisse la parole. Et à la fin, vous aurez l'occasion de poser plein de questions, donc surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toutes et à tous. Je sais que c'est l'heure du déjeuner, donc, mais j'espère pas vous couper l'appétit avec cette conférence sur un monstre un petit peu particulier. Donc, c'est une conférence scientifique, mais c'est sur un organisme un petit peu particulier qui doit son nom, le Blob, à un film. Alors moi, je suis extrêmement cinéphile, et quand j'étais toute petite, j'avais vu ce film qui s'appelait Un danger planétaire. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en anglais, ça s'appelait The Blob, et c'était un film avec Steve McQueen. Et quand j'ai découvert cet organisme bizarroïde, ça m'a fait penser à ce film. Alors je vous ai gardé juste une petite minute du film, pour peut-être vous donner envie ou pas de voir ce film. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, be careful of the blob. Docteur? Où est le patient? Que voulez-vous dire? Bougez pas. Restez où vous êtes. L'homme a dû être absorbé par cette masse. J'ignore ce que c'est, mais il faut la détruire pour arrêter sa progression. Oh docteur, j'ai peur, c'est effrayant. Tenez-vous le plus éloigné possible et faites ce que je dis. Je vous en prie, du calme. Maintenant, écoutez. Sur l'armoire, derrière vous, prenez le flacon d'acide chlorhydrique. Ouvrez-le. Et ensuite? Jetez le contenu sur la masse. Attention à vos mains. Docteur, ça ne marche pas. Dave, le docteur Allen est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué dans sa maison. Accompagne-nous. Attends un peu, dis-moi au moins ce qui s'est Je ne passé. sais pas, tout ce que je sais, c'est que cette chose a tué le docteur. Quelle chose? Tu n'es pas très clair. Eh bien, c'est comme une sorte de matière informe qui n'arrête pas de grossir. Je t'en prie, Steve, sois plus Mais- explicite. Danny! Danny, reviens! Voilà, donc je ne sais pas si ça vous a donné envie, mais moi, quand j'étais petite, j'avais adoré ce film. Et quand j'ai découvert le Blob, ça m'a de suite fait penser à ça. Et le Blob, il a un nom en scientifique hyper compliqué, donc ça lui allait bien de l'appeler le Blob. Alors le vrai Blob, celui qui est bien de chez nous, parce que dans le film, c'est un extraterrestre qui arrive avec une météorite. Le Blob de chez nous, il vit dans les forêts et il ressemble plutôt à ça. Le voici. Peut-être. Il est lent, mais quand même. Donc voici le Blob. Alors, c'est un organisme très étrange. Et tous les scientifiques ont vraiment, chaque fois qu'ils l'ont regardé, ils n'ont pas su ce que c'était. Et donc, au XVIe siècle, cet organisme, on a dit que c'était une plante. Ensuite, les scientifiques ont dit non, ça ne doit pas être une plante, ça doit être un champignon. Ensuite, il y a un scientifique, dans 1970, qui a dit « Ah ben non, je crois que c'est un croisement entre une plante et un champignon ». Il y en a qui ont pensé que c'était un croisement entre un animal et un champignon. On a tout eu. C'est qu'en 2000 qu'on a su ce que c'était. Donc c'est extrêmement récent, alors qu'il y en a partout dans nos forêts. Alors pour comprendre ce qu'est le Blob, on va faire un tout petit peu de biologie. Un petit peu, je vous rassure. Tous les êtres vivants
sur cette planète sont composées d'une entité unique qui est la cellule. Alors on en a plusieurs ou une seule. Et la cellule, sa particularité, c'est qu'elle renferme une molécule qu'on appelle l'ADN. C'est le manuel Ikea de la cellule, le manuel Ikea du propriétaire de la cellule. Et donc l'ADN, c'est l'information génétique. Et donc tous les organismes sont composés de cellules. Et on peut diviser les organismes en deux grandes familles. Les organismes qui en ont une seule cellule et les organismes qui en ont tout plein, comme nous, comme ce poney. Alors l'avantage d'en avoir tout plein, c'est qu'on peut faire de la division du travail. Vous avez des cellules dans votre cerveau, les neurones, qui vont permettre d'écouter cette conférence, par exemple. Vous avez des cellules dans votre estomac, là, qui sont en train de sécréter des enzymes parce qu'il a faim. Vous avez des cellules dans vos muscles, etc. L'unicellulaire, lui, il doit faire tout ça. Il doit manger, respirer, etc., avec une seule cellule. Donc vous avez vraiment ces deux grandes classes d'organismes et ils s'organisent en différents grands règnes parce que nous les scientifiques on aime bien, on est un peu trop obsessionnels compulsifs, on aime bien classer les choses. Et donc on classe en grands règnes. Et donc je vais vous donner les noms de grands règnes et vous allez lever la main si vous avez entendu déjà ce nom. Le grand règne des straménopiles. Le grand règne des alvéolés. Ah, il y a quelqu'un là-bas au fond. Le grand règne des rhizaires. Non, les dicycristés. Les excavés. Ah, les champignons. Quand même, les champignons. Vous avez déjà entendu parler du grand règne des champignons. Après, vous avez le grand règne des animaux. Là, vous connaissez bien. Les amibozoaires. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des amibozoaires? Alors maintenant, ça commence à venir, les amibozoaires. Donc, vous avez le grand règne des plantes. Et puis après, vous avez deux grands règnes les premiers organismes qui sont les archées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des archées. Et les bactéries, ça tout le monde connaît là, pourtant les bactéries. Alors les archées, ça ressemble beaucoup à des bactéries, mais ça vit dans des milieux extrêmes. Et donc là, vous vous rendez compte que vous connaissez qu'un tiers du vivant. Parce qu'on ne vous parle que d'un tiers du vivant, et c'est extrêmement triste, parce qu'il y a des organismes ultra intéressants dans ces grands règnes. Et le blob, lui, fait partie du règne des amibozoaires. Alors les lignes blanches que vous voyez entre les différents règnes, c'est les liens phylogénétiques, donc de parenté. Donc vous êtes ici, les animaux, et si vous remontez le fil du temps, hop, vous voyez qu'on a un croisement avec les champignons, donc on a des lointains ancêtres avec les champignons. Et vous remontez encore un peu, et hop, vous croisez le grand règne des amibozoaires, donc vous êtes plus proche d'une truffe que d'un blob. Voilà, pour le faire simple. Et on peut se demander, mais pourquoi on ne nous parle pas de tout ça? Pourquoi on ne connaît pas tout ça? Pourquoi on ne connaît pas 2/3 du vivant? Eh bien, c'est tout simple, c'est une raison unique. 2/3 du vivant est unicellulaire, donc microscopique. Et donc, quand on ne voit pas, on ne s'y intéresse pas, c'est un peu dommage. À part les bactéries, parce que souvent elles sont pathogènes, donc là on s'y intéresse. Et donc on s'intéresse au grand règne des plantes, des animaux et des champignons, parce que la plupart sont multicellulaires et bien visibles à l'œil nu. Et c'est d'autant plus bizarre qu'on ne s'y intéresse pas, c'est que si vous mettez tous les unicellulaires sur une balance, et de l'autre côté, vous mettez tous les animaux, y compris forcément l'humain, qui est un animal, vous imaginez tous les insectes, les poissons dans l'Atlantique, etc., tout. Les unicellulaires, c'est 32 fois la biomasse de tous les animaux réunis. Et donc, on ignore en fait 32 fois la biomasse des êtres vivants sur cette Terre. Donc, pour mieux comprendre le classement du blob, on va se classer nous-mêmes. Alors nous, on fait partie du règne animal, c'est extrêmement varié, c'est plus de 3 millions d'espèces différentes. Et de la classe des mammifères. Donc ça, c'est 5500 espèces, il y a une énorme diversité. Vous voyez, des mammifères qui sont grands comme ça, puis il y en a qui font 32 mètres de long. Et notre nom d'espèce, c'est Homo sapiens. Homo sapiens, ça veut dire l'homme sage. Avant, on s'appelait Homo sapiens sapiens. On nous a enlevé un sapiens. On n'est pas loin, à mon avis, d'en perdre un deuxième. On finira par s'appeler Homo, tout court. Donc voilà, ça c'est le classement de l'humain. Donc règne des animaux, classe des mammifères. Pour le blob, on est dans le règne des amibozoaires. Alors qu'est-ce que c'est les amibozoaires? Ce sont des organismes qui n'ont qu'une cellule, mais la particularité de cette cellule, c'est qu'elle peut se déformer à volonté, c'est comme de la pâte à modeler. Donc elle peut prendre n'importe quelle forme, elle fait des excroissances qu'on appelle des pseudopodes, c'est comme des pseudo-bras, pour explorer son environnement. La plupart des amibozoaires, vous ne les voyez pas à l'œil nu. Il y en a un qui est connu, qui s'appelle l'amibe. Des fois, quand on part en voyage dans d'autres pays, on en attrape, on n'est pas très content. Mais en vrai, il n'y a que 1% des espèces qui sont pathogènes. Et dans ces amibozoaires, il y a une classe qui est un tout petit peu particulière, qui s'appelle les myxomycètes. Et donc ça, c'est des unicellulaires aussi. C'est des organismes qui n'ont qu'une cellule, mais vous pouvez voir qu'on la voit bel et bien à l'œil nu. Ce que vous voyez là, c'est des cellules. Et dans les myxomycètes, il y a 1000 espèces connues, mais 10 000 estimées,
parce qu'on étudie très peu les myxomycètes. Et donc l'espèce sur laquelle je travaille, c'est Physarum polycéphalum. Et donc c'était trop compliqué à retenir. Et donc blob. Voilà. Donc c'est le blob. Alors c'est le blob version biologie et ça c'est le blob version illustration. Donc ça c'est l'illustrateur de mon premier livre qui quand il a lu le livre, il a imaginé ça. Un truc qui ressemblait à un gâteau à la broche. En réalité, ça ressemble plutôt à une omelette. On est plutôt sur de l'omelette chez le blob. Alors juste pour vous donner une petite ligne temporelle, l'origine des amoebozoaires, c'est 1 milliard d'années, donc c'est très ancien. Les premiers champignons, c'est 800 millions d'années. Les premiers animaux, les éponges, bien qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a un gros débat sur les tout premiers animaux, mais bon, on va dire que c'est les éponges, c'est 600 millions d'années. Et les premiers hominidés, c'est 6 millions d'années. Donc vous voyez, les amoebozoaires, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien. Et donc on va faire un petit jeu, on va essayer de voir à quoi ressemblait le monde quand les premiers amoebozoaires, donc les premiers blobs, sont arrivés sur la surface de la Terre. Donc ça, c'est la Terre maintenant. Et alors, je vais vous demander de vous fixer sur la France et essayer de la suivre. Et on va remonter dans le temps jusqu'à il y a 1 milliard d'années. Ouais, à un moment donné, on a eu chaud. C'était sur les tropiques. Ah, vous l'avez perdu à un moment donné, parce qu'elle n'était pas là. La plus vieille croûte terrestre, c'est en Bretagne, donc c'est trop petit pour le voir. Donc voilà, quand les amoebozoaires sont arrivés, le monde y ressemblait à ça, donc c'est pas du tout notre monde. Hein. Et il faut imaginer, donc il est arrivé avant les champignons et les plantes terrestres aussi. Donc son monde, c'était ça. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Toujours des cailloux. Et quelques petites bactéries, parce qu'elles sont là depuis 4 milliards d'années. Donc elles avaient clairement peuplé. Mais bon, voilà, c'était un monde vraiment très étrange. Donc c'est très, très difficile de se placer à la place de cet organisme à l'époque. Ce qui fait que maintenant, quand on regarde où se trouve Physarum polycéphalum, l'espèce Physarum, vous la trouvez un petit peu partout. Vous la trouvez en Australie, vous la trouvez en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Là où vous ne les trouvez pas, c'est là où il fait hyper froid, en Antarctique. Mais voilà, on le trouve un petit peu partout. Et son monde plutôt microscopique, sa niche écologique, ou aller chercher un blob dans les bois. C'est là où vous allez en trouver. C'est un organisme qui déteste la lumière du soleil, donc il faut fouiner, et vous ne le verrez jamais en plein soleil. Il rampe sur les écorces de bois. Il préfère le bois tout pourri que le bois tout frais. Il aime bien la litière des feuilles, les mousses, etc. Et toujours dans un milieu humide. Donc il faut attendre qu'il pleuve pour aller voir des blobs. Mais je vous rassure, si vous vivez en ville, il peut vous arriver de voir des blobs aussi. Donc là, c'est des photos qu'on m'envoie. Il y en a dans les jardinières, composteurs, barriques de vin, donc à Bordeaux peut-être. Alors celui-là, c'est mon préféré. C'est un monsieur qui a trouvé ça dans sa salle de bain. Humidité... obscurité, milieu parfait pour les blobs. Et donc il y en a sur la terrasse et là c'est un blob qui s'est fait surprendre, c'est sur le béton carrément, qui traverse la route comme on dirait un petit VRP là, qui veut vendre quelque chose. Et il est juste devant et là je pense qu'il n'a pas survécu parce qu'en fait un blob c'est très très lent et donc là il a dû être surpris par le soleil. Alors le cycle de vie du blob, ça commence par une toute petite spore, c'est une gamète, elle fait 5 microns. Donc c'est vraiment pas visible à l'œil nu. Et quand vous la placez dans un milieu liquide, elle va germer comme une petite graine et donner naissance à une amibe qu'on appelle une myxamibe. Et cette petite amibe, elle va partir à la recherche d'un partenaire sexuel. Alors chez le blob, il y a 720 types sexuels différents. Donc autant vous dire qu'il y a de la chance quand même, parce qu'il y a 719 chances sur 720 de trouver chaussure à son pied. Une fois qu'il a trouvé un partenaire sexuel, il fusionne. Et vous avez la formation d'un œuf. C'est un peu comme chez nous, c'est une reproduction sexuée. Vous avez la formation d'un zygote. Et ce nouveau petit blob, il va partir explorer son environnement et commencer à dévorer des bactéries. C'est les petits bâtonnets noirs que vous voyez ici. Il les engouffre littéralement à l'intérieur de sa cellule. Et elles sont digérées. Vous pouvez voir à l'intérieur, les bactéries sont complètement digérées. Et ensuite, il va grandir. Il va former ce qu'on appelle un plasmode. C'est toujours un unicellulaire, mais très très grand, qui va commencer à ramper sur le bois. Ça va durer quelques semaines. Il va grandir le plus possible. Et au bout d'un moment, il va arriver à maturité. Et il va produire ces petites structures comme des petits arbres. Voilà, il voit ici qui sont jaunes et puis qui vont brunir d'un coup, ce qu'on appelle des sporocystes. Et dans chacune de ces petites boules noires que vous voyez, il y a 100 000 spores. Donc vous imaginez, un blob, il peut en donner plusieurs millions en une fois. Et c'est tout son corps qui se transforme en spore. Il ne reste rien de l'organisme après. C'est comme si nous, les femmes, on se transformait en ovules complètement à la puberté et les hommes en spermatozoïdes complètement. Et qu'il ne restait rien de nous. Le blob, c'est ça. Alors, il n'a pas vraiment de mort, puisque en fait, sa fin de vie, c'est juste une transformation.
Et donc, pour mieux comprendre, on va toujours faire le parallèle avec l'humain. L'humain, c'est 30 000 milliards de cellules. La plus petite, une des plus petites, c'est le spermatozoïde. La plus grande, c'est l'ovule. Donc, vous voyez ici une ovule avec des spermatozoïdes. Quand il y a fécondation, il y a formation d'un œuf, et donc on a une cellule. Comment on passe de une cellule à 30 000 milliards? Par un processus qu'on appelle la division cellulaire ou la mitose, où vous avez en fait l'ADN qui se duplique, qui va se séparer en plusieurs cellules. Donc j'ai une petite vidéo sur un petit embryon, vous pouvez le voir en live, vous voyez la cellule qui se divise. Et elle va se diviser pour arriver à un petit enfant qui a plusieurs milliers de milliards de cellules. Et il faut savoir que pendant cette conférence, à chaque fois que je fais ça, ce processus se produit 3 millions de fois dans vos corps. Il y a 3 millions de divisions cellulaires à chaque seconde dans votre corps. Je vous rassure, vous en perdez aussi 3 millions, parce que sinon, un petit peu de problème de croissance. Mais voilà, c'est un processus qui en continue dans votre corps, et en particulier, par exemple, vos globules rouges se divisent sans arrêt. Alors le blob, lui, il n'a qu'une cellule, mais il a quand même ce processus de division, mais il ne va pas jusqu'au bout. Son matériel génétique se duplique, mais la cellule reste entière. Ça fait que vous accumulez en fait du matériel génétique comme ça à l'infini. Son noyau, qui renferme le matériel génétique, se divise toutes les 8 heures. Donc toutes les 8 heures, les noyaux se divisent. Donc il accumule des noyaux, ce qui fait qu'un blob de 20 cm², il a plusieurs millions de copies de son ADN. Et donc là, je vous montre une petite vidéo, c'est en laboratoire, où on peut filmer en fait ces noyaux à l'intérieur du blob, et vous voyez qu'il en est parsemé. Alors ça, c'est très pratique d'avoir plein de copies de son ADN dans la même cellule, parce que si vous prenez une cellule, vous pouvez la couper en morceaux, et comme il y a le matériel génétique, ça fait des morceaux complètement autonomes. Donc avec un blob, je peux en faire plein. Si maintenant je mets 2 blobs côte à côte, qui sont génétiquement identiques, qui ont le même matériel génétique, et ils vont rapidement fusionner. Donc avec un blob, je peux en faire plein, avec plein, je peux en faire un. Ce qui est quand même très très bizarre, nous on ne peut pas faire ça. Et alors c'est un organisme qui est intéressant pour des gens comme moi qui étudient le comportement animal, c'est que même si ce n'est pas un animal, il se déplace dans son environnement. Et donc là, vous le voyez se déplacer sur des écorces. Alors je vous rassure, en forêt, il ne partira pas ramper après vous. Il fait 4 cm à l'heure quand il est hyper énervé. Mais sinon, on est plutôt sur de l'ordre du 2 mm à l'heure. Énervé, c'est un blob, c'est quand il a très très faim. Plus il a faim, plus il va vite. Alors comment cette chose, cet organisme avance, progresse dans son environnement? Si vous regardez de près un blob, vous voyez qu'il a comme un réseau vasculaire qui rappelle un petit peu notre réseau vasculaire. Donc si on prend une loupe et qu'on regarde de près, vous pouvez voir en effet qu'il a des veines à l'intérieur de sa cellule. Et si vous regardez et vous filmez ces veines, vous allez voir qu'elles se contractent. Et en fait, ces veines, elles se contractent et elles se relaxent toutes les minutes 30. Contraction, relaxation, contraction, relaxation. Donc c'est assez étrange. Donc on va filmer encore plus près avec un microscope. Et si on regarde ces veines, on voit qu'il y a du liquide qui coule à l'intérieur, qui a la même fonction que notre sang. Ce n'est pas du sang, mais ça a la même fonction. Et vous voyez que ce liquide fait des allers-retours. Or nous, notre sang ne fait pas des allers-retours. Sinon on a un petit problème de thrombose, je crois. Et alors, comment ce liquide avance? C'est tout simple, grâce aux contractions de ces veines. Donc, imaginez, vous avez un tube de dentifrice. Quand vous appuyez sur le tube de dentifrice, qu'est-ce qui se passe? Le dentifrice, de l'autre côté, il sort et il avance. Et le blob utilise exactement ce même système, ce qu'on appelle du péristaltisme. C'est la même chose que dans votre tube digestif, quand vous mangez un sandwich. Le temps qu'il descende, c'est votre tube digestif qui le pousse. Il utilise exactement ce même système. Il contracte ses veines, le liquide avance. En avançant, le liquide, il va rencontrer le bord de la cellule, le bord de la membrane. Donc, il va pousser, et puis il va reprendre du liquide, et puis il va pousser à nouveau, d'où les allers-retours. En fait, il fait des poussées en avant. Et le blob, c'est comme s'il faisait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Il pousse toujours plus que ce qu'il retire. Et c'est comme ça qu'il avance. C'est un système unique. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le règne vivant. Et alors, après quoi il avance? Après sa nourriture, parce que quand il est petit, il mange des bactéries. Mais quand il est grand, il préfère s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses. Et il adore les champignons. Il aime particulièrement les cèpes, si jamais vous voulez essayer. C'est un petit peu dommage de les partager. Mais... Et donc là, vous voyez en fait ces 2 champignons de Paris. On a mis un blob et la vidéo elle dure 24 heures. Et donc vous voyez, au début, il passe dessus. Ça a l'air assez innocent. Vous avez vu un peu un liquide couler. C'était l'eau qui est à l'intérieur du champignon sous l'effet des contractions en fait, du blob. Puis très vite, en fait, vous ne retrouvez rien du champignon.
tout est bien nettoyé. Alors dans le labo, nous on le nourrit pas avec des flocons avec des champignons, pardon, parce que c'est difficile à cultiver. On préfère lui donner des flocons d'avoine parce qu'il adore ça. Et quand vous lui donnez une portion de flocons d'avoine, votre blob il va doubler de taille. Alors c'est très important si vous prenez, parce que tout à l'heure à la séance de dédicace, si vous venez, je pourrais vous donner un blob si jamais vous êtes tenté, toujours après. C'est la marque Quaker qu'il aime. N'essayez pas les flocons d'avoine bio, il trouve ça dégueulasse. Donc c'est Quaker uniquement, et il adore. Et avec du Quaker, vous doublez votre cellule en moins de 12 heures à peu près. Alors ça c'est un problème quand même quand vous avez un organisme qui double de taille toutes les 12 heures. C'est que vous ne pouvez pas partir en festival par exemple. Parce que pendant que je suis là, ça c'est ce qui se passe dans mon laboratoire. Ben, si le blob vous ne lui donnez pas à manger, il va aller chercher par lui-même. Et en plus, il va retrouver ses petits camarades du dessous. Et donc, ça va former un blob géant. Et ça nous est arrivé au tout début où on les avait ramenés, parce que je les ai ramenés d'Australie, on les avait trouvés au plafond après un week-end. Parce que même à quelques millimètres, voire centimètres à l'heure, ça peut aller quand même très très vite. Et après, pour nettoyer, c'est particulier. Donc, c'est une cellule qui est géante, qui a une croissance qu'on appelle exponentielle, qui n'arrête jamais de grandir, ce qui fait qu'il y a des... On observe vraiment des blobs qui sont vraiment très très gros. Et le plus gros qui est enregistré au Guinness des records, il fait 5,5 mètres carrés. Et c'était un cadeau de départ à la retraite pour un professeur qui travaillait sur les blobs. On a beaucoup d'humour, nous les scientifiques. Et donc, ils lui ont fait la surprise de lui faire un blob géant qui faisait son initiale W. L'histoire ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait avec son blob après. Donc, c'est un organisme qui double de taille comme ça tous les jours. Donc, il faut pouvoir le calmer. Et clairement, les blobs que je peux vous donner à l'issue de cette conférence, ils ne sont pas en train de grandir dans mon sac à dos. On a un moyen en fait, de freiner le blob. Si vous le mettez sur un petit papier, comme ça, un petit papier filtre, et vous l'humidifiez légèrement, et surtout, vous ne mettez pas de nourriture. Vous allez avoir un blob qui va commencer à explorer son environnement. Et il va voir qu'il n'y a plus de nourriture, et en plus que le substrat sèche. Alors là, la sécheresse, c'est le pire que tout pour le blob. Et donc, il va commencer à se balader, puis il va devenir un peu comme excité, là, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Et puis au bout d'un moment, il va se stopper complètement. Alors là, à tort, on pourrait penser qu'il est mort. Mais pas du tout. Il est dans un état dormant. Et le blob, il ne dort pas pendant 12 heures, hein, comme nous. Il dort pendant plusieurs années. Il peut rester comme ça. Alors là, vous voyez, c'est ce que j'ai en réalité dans mon sac. C'est des petits bouts de papier avec des blobs séchés dessus qui dorment. Pour les réveiller, ben, c'est tout simple. C'est comme ce qu'il ne faut pas faire avec les gremlins, c'est-à-dire mettre de l'eau dessus. Si vous mettez de l'eau sur un blob séché, ben, il va reprendre sa petite vie et explorer son environnement. Alors là, il y a une chose qui est absolument exceptionnelle sur laquelle on travaille au laboratoire actuellement, c'est que quand le blob dort, il ne fait pas que dormir. En réalité, on s'est aperçu en travaillant sur le vieillissement chez le blob qui régénérait pendant la dormance. Si vous prenez un blob de différents âges sur des pistes de course, hein, vous voyez, c'est des pistes de course pour blob, vous avez un blob qui a 1 mois, plutôt jeune, plutôt fringant, vous avez un blob d'1 an et un blob de 2 ans. Et vous allez regarder, vous allez voir très très vite la différence. Elle se fait en termes de vitesse de déplacement. Le vieux, il a un petit peu de problème de déplacement. Alors, on a fait plein d'autres tests aussi, les hyper sensibles aux stress environnementaux, etc. Ben, en fait, comme une personne âgée, voilà, il est plus faible. Et si vous mettez votre blob en dormance et que vous le réveillez, ben, il redevient jeune à chaque fois. Donc, c'est assez pratique parce que nous, nos blobs qu'on a au laboratoire, ils ont plus de 70 ans et ils se portent très, très bien. Donc c'est juste que si vous les gardez un petit peu tous les jours au laboratoire pendant des années, ils faiblissent, mais vous avez juste besoin de les mettre en dormance pour les régénérer. Et une chose qui est encore un peu plus extraordinaire, c'est que si vous avez un jeune blob, qui est le jaune ici, et le vieux de l'autre côté, qui est orange, quand ils deviennent vieux ici, ils deviennent un peu orange. Et vous les faites fusionner. Vous faites fusionner le jeune avec le vieux, et puis vous les faites fusionner juste pendant quelques heures. Vous les laissez se connecter pendant quelques heures et vous les séparez, eh ben, le vieux il devient jeune. En fait, il récupère je ne sais quoi, on est en train de travailler dessus, sur le jeune, mais il n'a plus de signes de vieillissement qu'on observait avant. Donc, imaginez que ça nous arrive à nous, on irait serrer la main de tous les enfants possibles et imaginables. On n'a pas encore découvert son secret, on cherche fort. Mais nos expériences, elles sont surtout actuellement sur la capacité de ces organismes
qui n'ont pas de système nerveux. Ils ont une cellule. Donc clairement, ils n'ont pas de système nerveux. Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont rien. Mais pourtant, ils sont capables de résoudre des problèmes qui pourraient nous paraître à nous, humains, complexes. Et c'est sur ça qu'on travaille. Et le premier petit problème qu'on a posé au blob, c'est le problème du labyrinthe. Si vous mettez un blob dans un labyrinthe et vous mettez un flocon d'avoine au milieu, vous allez voir que votre blob il va se déplacer. Il va explorer le labyrinthe, mais très rapidement, en fait, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est une tâche très facile. Il trouve la nourriture. Alors quand vous voyez ça, il faut « waouh !» Et en fait, il utilise un mécanisme qui est hyper simple. Chez le blob, le sens le plus développé, c'est le goût. Il faut imaginer un blob, si vous étiez un blob, vous ne voyez rien. Mais vous vous déplacez sur le sol et vous le léchez en permanence. En fait, le blob, il lèche le sol en permanence. Il goûte le sol. Sauf que quand vous mettez une substance alimentaire dans un gel, parce que le blob se déplace toujours sur des substrats humides, si je mets 2 gouttes de grenadine sur un gel et que je les filme, ces 2 gouttes de grenadine, ce que je vais voir, c'est qu'elles vont diffuser. Elles ne vont pas rester en place. Vous voyez la couleur, on voit bien par la couleur que ça diffuse. Et ça crée ce qu'on appelle un gradient. Vous avez ici beaucoup de grenadine et ici très peu de grenadine. Et en réalité, ce que fait notre blob, c'est que comme il goûte le sol, il va essayer, quand il va s'approcher du flocon d'avoine, il va finir par le goûter à distance. Donc si on matérialise par une couleur les nutriments qu'il y a dans l'avoine et qui diffusent, en réalité, ce que le blob perçoit, c'est ça, son environnement. Et donc ce qu'il fait, c'est tout simple, c'est qu'il remonte en réalité le gradient, ça s'appelle de la chémotaxie. Et donc il remonte des gradients chimiques en goûtant le sol. Et c'est simple, dès qu'il sent que ça sent de plus en plus l'avoine, il poursuit dans la même direction. S'il voit que la concentration diminue, il va faire un demi-tour. Et donc comme ça, il va pouvoir remonter des gradients chimiques. Alors vous imaginez bien qu'on a voulu tester ses capacités avec des tas de molécules. Et donc on met le blob avec différentes molécules, par exemple une molécule rouge et une molécule verte. Et on regarde comment il réagit. Et ainsi, on peut voir s'il perçoit, d'une part s'il le perçoit, et surtout s'il l'aime ou s'il ne l'aime pas. Là, par exemple, il n'aime pas du tout ce qui est en rouge et il aime beaucoup ce qui est en vert. Et comme ça, on a collectionné tout plein de substances dans le laboratoire. On est allé voir tous les collègues. Ah, donnez-nous des choses, donnez-nous des choses. On en a testé plus d'une centaine. Alors, je vous en ai mis juste quelques-unes. Le blob, il adore le cholestérol, la cortisone, les antidépresseurs. Et on en a testé 5 différents. Ils adorent tous. Et il faut imaginer que c'est un petit poudre d'antidépresseur dans un grand jerrycan de 5 litres d'eau qui détecte. C'est des 10 mg par litre, les concentrations. C'est tout petit. Il aime le sucre à faible concentration. Il adore les somnifères. Je sais pas, notre blob est peut-être pas hyper en forme, en fait. Il n'aime pas la testostérone, il n'aime pas le zinc, il n'aime pas le sel, il n'aime pas la caféine, il n'aime pas la cocaïne. C'est simple, quand on lui a mis la cocaïne, il est monté sur le couvercle de la boîte, il n'a même pas touché la cocaïne. Donc voilà. Donc c'est un organisme qui est capable de détecter des centaines de molécules dans son environnement. Et du coup, on l'a soumis à des problèmes beaucoup plus compliqués. Et donc ça, c'est le fameux problème de la cafétéria que les enfants adorent. Vous prenez un blob et vous lui donnez plein de sources de nourriture. Alors là, pour simplifier, elles sont toutes bleues, mais elles sont toutes différentes. Elles sont bleues parce qu'elles ne correspondent pas à l'optimum nutritionnel du blob, mais il y a quand même des protéines, des sucres, etc. Et la rouge, c'est celle qui va maximiser la croissance du blob. Donc c'est celle que le blob devrait choisir. Et quand vous regardez la stratégie du blob, ce qu'il fait, c'est qu'il explore d'abord dans toutes les directions, et puis dès qu'il perçoit la rouge, il fonce. Donc il est capable de percevoir comme ça, à distance, la qualité d'une source de nourriture. Et donc on a aussi essayé avec la quantité. Donc là, cette expérience, elle est différente. Vous avez un blob au milieu, et il a 2 voies. C'est un petit peu comme les machines à sous. Ici, il a 2 fois plus de chances de gagner, parce que les choses en marron, vous voyez ici, c'est des flancs d'avoine, et le blanc, c'est quand il n'y a rien. Donc clairement, il faut mieux qu'il parte par là que dans l'autre direction, parce qu'il aura plus de chances de manger dans un sens que dans l'autre. Et vous voyez que le blob, il ne s'y trompe pas. Il utilise un petit peu la même stratégie, il explore un petit peu dans les 2 sens, et puis finalement, hop, il voit bien, hop, et il va sélectionner l'endroit où il y a le plus de nourriture. Alors on s'est dit, on va le piéger, puisqu'il a l'air d'être assez doué pour ce type de décision. On va lui offrir cette fois 3 sources de nourriture, mais placées sur un petit film plastique. Il n'y a aucun moyen que ça diffuse dans l'environnement. Il n'y a pas moyen qu'il les sente à distance. Donc on met 3 disques d'un côté et un disque de nourriture de l'autre. Et donc dans cette expérience, normalement, le blob ne peut pas utiliser la chémotaxie. Et donc on le laisse faire, et on se dit, ah ben là, il ne va pas y arriver, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'il pourrait utiliser, puisqu'il ne voit pas. Et pourtant, quand vous faites cette expérience, il va à chaque fois vers les 3. Alors vous savez ce qu'il utilise ? Il utilise le poids de la nourriture. Je m'explique.
Quand vous mettez 3 objets ici contre un objet, le poids de ces objets, ça crée une légère déformation sur l'agar, sur le gel, ça crée une légère pression, comme si ça tirait le gel vers soi du fait du poids, et le blob arrive à percevoir cette tension sur l'agar. Et on a réussi à démontrer ça en lui bloquant ces mécanorécepteurs qui lui permettent justement de percevoir la tension, et ça ne marchait plus. Donc ça, c'est assez extraordinaire, il est hyper fort à prendre des décisions. Mais il est aussi capable d'aller beaucoup plus loin que ça, et on a longtemps pensé en fait que l'apprentissage était limité aux animaux parce qu'ils avaient un système nerveux et que pour apprendre des choses et mémoriser, il faut un système nerveux. Ben aujourd'hui, je vais vous dire que non, vous n'avez pas besoin de cerveau pour apprendre. Le blob, il peut apprendre des choses aussi. Alors le premier exemple, c'est l'anticipation d'événements. Donc là, c'est une expérience qui est toute simple. Vous avez un blob sur un substrat nutritif et il est à 20 degrés. 20 degrés, c'est la température qu'il aime bien. Et ce que vous faites, c'est que toutes les 90 minutes, vous changez la température, vous la baissez. Le blob, il n'aime pas quand il fait froid. Et ce qui fait que quand il fait froid, le blob, il va s'arrêter. Ensuite, vous remontez la température, le blob, il va repartir, et puis vous la baissez. Et vous faites des alternances comme ça. Froid, chaud, froid, chaud. Voici comment ça se passe. Le blob bouge, il fait chaud, il fait froid, il s'arrête. On remonte, il bouge. Il fait froid, il s'arrête. On remonte, il bouge. Et là, quand il devrait faire froid, on laisse la température à 20 degrés et pourtant il s'arrête. Donc il a anticipé en fait le froid qui allait arriver. Donc ça, c'est assez extraordinaire. C'est le travail de Toshiaki Nakagaki au Japon. Et c'est vraiment une chose assez extraordinaire pour un unicellulaire. Nous, on a démontré un autre type d'apprentissage qui s'appelle l'habituation. Alors l'habituation, c'est quelque chose que vous faites vous au quotidien, vous ne vous rendez pas compte. Mais par exemple, quand il y a une mauvaise odeur dans une pièce, vous arrivez par exemple, dans une salle de conférence, vous asseyez, ça sent pas très très bon. Et au fil de la conférence, vous vous habituez à l'odeur. C'est une forme d'apprentissage. Vous apprenez à ignorer quelque chose qui vous gêne. Et vous le faites avec le klaxon des voitures en ville, etc. C'est vraiment un processus qu'on voit partout, chez tous les animaux. Et on avait voulu voir si le blob était capable, lui aussi, de s'habituer à quelque chose qui est gênant, mais qui n'est pas dérangeant pour lui. Alors chez le blob, comme il vit dans un monde chimique, on s'est dit on va prendre une substance qu'il déteste. On a essayé plein de substances. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la quinine. La quinine, c'est ce qu'il y a dans le Schweppes, qui donne le goût très amer au Schweppes. Le blob, il déteste ça. Et donc, quand vous lui demandez de traverser, comme ça, un pont, où vous avez mis de la quinine pour trouver une source de nourriture, bah, il n'est pas folichon quoi, sur la tâche. Et ce que vous faites, c'est que vous lui dites, le lundi, tu traverses, et puis le mardi, tu retraverses, puis le mercredi, tu retraverses, le jeudi, tu retraverses. Et vous regardez juste le comportement. Les ponts sont les mêmes tous les jours. Hein. C'est le même blob, c'est juste un montage. Vous pouvez voir que le premier jour, clairement, il n'aime pas du tout. Alors, il essaye toujours des techniques, de passer sur le côté, d'essayer de minimiser en fait, sa surface sur le pont. Des fois, il passe à côté, même il va essayer de filtrer à côté. Mais vous pouvez voir que le vendredi, il n'y a aucun problème. C'est comme s'il n'y avait pas de quinine sur le pont. Donc, il apprend à ignorer cette substance. Et il peut apprendre à en ignorer en fait, un sacré nombre. On en a essayé plusieurs. Et là où il va beaucoup plus loin, c'est que non seulement il peut apprendre, mais il peut aussi transférer cet apprentissage à un congénère. Donc, imaginez, vous avez 2 blobs. Il y en a un, vous lui apprenez à ignorer la caféine. Il déteste le café, toujours la même chose, c'est amer, il n'aime pas ça. Et l'autre, il n'a pas du tout appris. Donc vous prenez un blob, vous lui avez appris la caféine pendant 5 jours, l'autre il ne sait pas, et vous les faites juste fusionner. Et là, quand vous les testez sur les ponts, vous apercevez que les 2 aiment la caféine. Donc en fait, ils sont capables de transférer cet apprentissage, et on a fait des chaînes de transmission comme ça, avec 4 blobs. Il suffit d'avoir un blob qui a l'information pour que tous les blobs récupèrent en fait cet apprentissage. Donc ça ne se dilue pas, même si vous rajoutez plein de blobs. Alors si vous n'êtes pas convaincu, il y a encore d'autres choses dans lesquelles le blob excelle, c'est la planification des déplacements. Reprenons une expérience du labyrinthe, mais un peu différente cette fois. Ça, c'est l'expérience de Toshiaki Nakagaki. Alors il a eu le prix Ig Nobel pour cette expérience. Ig Nobel, pas Nobel. C'est un prix pour les recherches qui font rire. Ici, vous voyez, il a un labyrinthe, il trace le chemin le plus court dans ce labyrinthe. Et ensuite, il va chercher son blob, toujours à l'abri de la lumière. Et il va placer des bouts de blob dans son labyrinthe. Vous voyez, c'est très minutieux. Hop, il place ses petits bouts de blob, il en met partout. Et les petits blobs, ils vont commencer à explorer leur environnement et rencontrer leurs petits camarades.
et former du coup un seul blob. Ça c'est typique des blobs, si vous en mettez plein, vous n'en avez toujours qu'un après. Et donc vous allez avoir un labyrinthe rempli de blobs. Et là ce que va faire Toshi, c'est qu'il va mettre un flocon d'avoine à l'entrée, à Quaker, vous voyez, c'est pas que moi, à la sortie. Et vous allez voir que le blob il va détecter bien sûr la présence de nourriture et vous allez avoir des vagues, voilà, du liquide intracellulaire. Et très vite, ce que va faire le blob, c'est se rétracter de tous les cul-de-sac. Donc très vite, vous allez voir que le corps, vous voyez, hop, il va retirer tous ces endroits, toutes ces veines superflues, pour garder une seule veine qui va prendre le chemin le plus court dans le labyrinthe. Ça valait bien un prix Ig Nobel. Ça a été publié dans Nature, quand même. Alors Toshi, c'est la seule personne que je connais qui a eu 2 fois le prix Ig Nobel. Et pour la deuxième expérience, c'est qu'il a voulu prouver que le blob était plus intelligent que les ingénieurs ferroviaires japonais. Alors, cette expérience tout simple, vous mettrez un blob ici, dans une petite carte qui ressemble en fait en miniature à la carte des villes autour de Tokyo. Le blob, là, en réalité, est sur Tokyo. Et les petits points blancs que vous voyez, c'est les villes qui représentent les villes autour de Tokyo. Et en fait, elles sont matérialisées par des flocons d'avoine. Donc, c'est vraiment un dispositif tout simple. Et vous laissez votre blob explorer son environnement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, chaque fois qu'il rencontre un flocon, en fait, il va privilégier une veine, comme dans l'histoire du labyrinthe. Donc, il va essayer de minimiser les trajets. Et donc, ils l'ont comparé au réseau ferroviaire japonais. Et le réseau produit par le blob, il est plus robuste, moins coûteux et plus efficace. Voilà. Alors, avec des stagiaires de 3e que je prends chaque année, on s'amuse un peu. Donc, on a fait ça avec les grandes lignes SNCF. Alors moi, j'ai été très déçue par le blob sur cette expérience. Bon, il minimise plus que la SNCF, hein, clairement. Mais alors j'étais déçue parce qu'il me montrait qu'il fallait quand même que je passe par Bordeaux pour aller à Paris. Il n'y a pas le choix. Je passais là, tout droit, parce que moi, depuis toujours, je me prends, on ne passe pas tout droit. Et non, enfin, quand même le blob, il veut passer par Bordeaux pour aller à Paris. Donc voilà. Mais en réalité, plus sérieusement, on travaille avec une entreprise privée à Toulouse qui s'appelle Labsoft. Et basée sur ces comportements du blob, on essaye en fait de maximiser les coûts des réseaux de télécommunications qui sont très énergivores et qui produisent beaucoup de CO2. Et en fait, on traduit le comportement des blobs en algorithmes et on crée en fait des logiciels basés sur le comportement du blob pour optimiser des réseaux, différents types de réseaux. Nous, en ce moment, on est surtout sur les réseaux de télécommunications. Et donc, en fait, le blob peut servir comme ça à de la recherche qui est bio-inspirée. Alors, pour la petite histoire, il est capable d'optimiser ses déplacements au point que il peut même avoir un petit véhicule véridique. Cette petite blob mobile est pilotée par un blob. En fait, le blob, il émet des potentiels électriques quand il est stimulé par de la lumière. Et on peut transmettre ces potentiels à un petit circuit micro-imprimé. Et il peut détecter, en fait, avec cette voiture, il va fuir la lumière. Donc ça lui permet de se déplacer dans un environnement et de fuir la lumière. Donc dans le futur, peut-être qu'un jour, on aura ce problème-là, mais cette fois, ça sera dirigé par un blob. Ça, Connor. Oui. Donc peut-être dans le futur, on verra. Là où le blob récemment a eu pour moi en fait, son plus grand intérêt. Donc c'est un intérêt pour la recherche, mais c'est aussi un intérêt pour la société. Ça peut paraître bizarre, mais un blob peut en fait agréger les gens ensemble. Et ça, c'est en faisant des projets de sciences citoyennes qu'on s'en est aperçu. Le blob peut être un merveilleux ambassadeur pour promouvoir les sciences. Et le premier projet qu'on a monté, ça s'appelle « Élève ton blob ». Et notre but était de voir si la microgravité pouvait affecter le comportement du blob. Alors, c'est un projet qui était coordonné par le CNES, le CNRS et l'Académie de Toulouse. Et donc, le but, c'était de ramener les sciences à l'école, que les enfants aient envie de faire des expérimentations, de promouvoir les carrières scientifiques auprès des plus jeunes, et aussi voilà, de stimuler des super projets avec des enseignants. Et donc, notre idée, c'était d'envoyer un blob dans l'espace et voir comment il allait se comporter. Alors, en réalité, ce n'était pas son premier voyage dans l'espace. Le blob, il y a déjà été 6 fois, ça c'était son 6e fois, donc 3 fois plus que Thomas Pesquet. Et là, son premier voyage, c'était dans un biosat russe. Alors, c'était assez rigolo parce que l'expérience, il était dans une petite boîte de pétri tout seul. Et les autres scientifiques, ils avaient bourré le biosat de cages de rats. Donc, il était au milieu de rats. Et le projet sur les rats, c'était de voir si les rats pouvaient se reproduire en microgravité.
Donc il faut imaginer notre petite blob dans cette petite boîte de pétri, entourée de rats dans des cages en train de se reproduire. Et il a passé 19 jours comme ça, et il est revenu. Et là, ils ont pu regarder son comportement. Et là, quand on a eu ce projet avec le CNES, on a été voir l'Agence européenne spatiale, on leur a dit on voudrait envoyer un blob dans l'espace, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, ils ont dit le truc là qui sort des boîtes, etc. Et je pense que l'Agence européenne spatiale avait vu ce film juste avant notre réunion. Regardez à quelle vitesse il se développe. Chacune de ces cellules est une cellule musculaire et une cellule nerveuse. Il n'est que muscle, que cerveau. Quel est son niveau d'intelligence? Bonne nuit la lune. Bonne nuit mon amour. Bonne nuit mon doudou. Et la lune. Bonne nuit et fais de doux rêves. Quel est l'instinct prédominant de toute forme de vie? Survivre. Bonne nuit les étoiles. Toutes les liaisons sont coupées. Bonne nuit la Terre. On entrera dans l'atmosphère dans 39 minutes. Nous n'y survivrons pas. Et peut-être que lui-ci. Bonne nuit les enfants de la Terre. Et donc, ils nous ont demandé de mettre notre blob dans une petite boîte avec des vis. On ne sait jamais qu'ils puissent dévisser avec un joint comme ça. Et donc, cette boîte était dans une autre boîte qui était dans une autre boîte. Thomas Pesquet n'a jamais vu les blobs. C'était dans une boîte noire, il n'y avait pas moyen d'y rentrer quoi que ce soit dedans, à part une goutte d'eau qui pouvait monter par capillarité pour humidifier le blob, qui lui avait une petite membrane ici pour pouvoir respirer, parce que le blob respire, et il avait fallu qu'on prenne des pores qui étaient moins que la taille d'un noyau, au cas où le matériel génétique puisse passer. Donc c'était vraiment... On a eu beaucoup moins de mal à les donner dans les écoles, bizarrement. Beaucoup plus preneurs. On avait 5000 écoles dans notre projet, ce qui représente 350 000 élèves au total, et donc un astronaute pour faire l'expérience à bord de la station. Et donc les enfants ont fait l'expérience au sol, et Thomas Pesquet a fait l'expérience en vol. Et donc moi j'ai reçu les images, et donc j'ai comparé les images que j'avais reçues des enseignants avec les images que j'ai reçues de Thomas Pesquet. Et donc ce qu'on voit là, c'est donc une vidéo qui n'est pas de très bonne qualité, qui est à bord de l'ISS. Vous voyez que le blob s'est très bien réveillé. Il s'est réveillé beaucoup plus tôt que dans les classes, et c'est vraiment significatif. Et il s'est déplacé aussi beaucoup plus rapidement dans l'espace que dans les écoles. Et il a fait une structure qu'il n'a pas fait dans les écoles. C'est, en fait, il a fait ici, voilà. Comme disaient les enfants, il nous fait coucou de l'espace. Il a fait des structures en 3D. Donc il a flotté un tout petit peu. Donc vous le voyez ici, hop. Là, vraiment, ces pseudopodes sont partis en l'air, ce qu'il ne fait pas du tout habituellement. Alors, les enfants ont adoré l'expérience, mais ça a duré qu'une semaine. Donc, ils ont dit, alors, prof, ah ben non, nous, on veut faire plus. Ils ont fait du blob à l'année. Mais quand je dis à l'année, ils en ont fait de tout. Même, un jour, j'ai été contactée par une enseignante qui m'a demandé de faire une dictée à 300 classes en France, réparties, qui s'appelait la chasse au blob. Et donc, j'avais face à moi, comme ça, alors ça c'était mon écran, je ne pouvais pas rentrer toutes les classes, il y avait 300 qui étaient connectés, et donc j'ai fait une dictée. Et c'est la première fois que les enfants aimaient faire la dictée à l'école. Et c'était très très rigolo, parce que je ne me rappelais plus du tout comment vous allez dicter la chasse au blob, virgule. C'était assez drôle. Et donc, ils ont tout fait du blob. Ils en ont fait des pompons, des tricotés, il y a eu des graffitis aussi. Et surtout, ils ont désiré, à la fin de l'année, de se rencontrer tous, parce qu'ils avaient échangé via des groupes de réseaux sociaux. Et on s'est tous rencontrés à Châteauroux, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Il fallait que tout le monde se déplace. Et c'est au centre de la France, ça tombe bien. Et donc, on a été accueillis par ce lycée, et on a monté, en fait, un record. Donc, on a fait venir un huissier pour valider notre record. La personne, au début, elle pensait que c'était une blague. Elle ne croyait pas. Comment ça, c'est quoi un blob? Et donc, on a fait la plus longue cellule au monde, 53 mètres de long. Donc en fait, chaque école est revenue avec le petit blob que je leur avais donné au début de l'année. Ils les avaient gardés précieusement. Et comme c'était des clones, on a pu les faire fusionner les uns aux autres, vous voyez ici. Et donc là, vous voyez sur la vidéo l'huissier qui regarde chaque fusion, qui les prend en photo pour valider que vraiment on a un seul blob unique. Et c'était assez extraordinaire parce que les enfants, ils ont pu présenter aussi tous les travaux qu'ils avaient fait dans l'année.
Et donc, c'était vraiment une journée très, très chouette, pleine d'émotions. Ils étaient vraiment tout contents et ça concluait bien l'année. Et d'ailleurs, ils ont même aimé faire les examens. Et alors, j'ai gardé juste une parce que celle-là me fait beaucoup rire. C'est une prof qui me l'a envoyée. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et donc, à l'issue de ce projet, et je vais finir sur cela, les adultes, ils ont été hyper jaloux. Ils ont dit, ouais, les projets super chouettes, c'est toujours pour les enfants. Et donc, avec le CNRS, on s'est dit, allez, on va inviter tout le monde cette fois. Et on a lancé le projet qui s'appelle Derrière le blob, la recherche, et qui avait pour but d'observer les effets du réchauffement climatique sur le blob. Donc, on est parti avec dans l'idée, en fait, d'avoir plusieurs objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser au réchauffement climatique, parce qu'on entend tout sur le réchauffement climatique. Donc l'idée, c'était, on va vous sensibiliser parce que vous allez pouvoir l'expérimenter vous-même sur un organisme vivant. Ensuite, on voulait développer l'esprit critique, c'est-à-dire que quand on lit des choses dans les médias, il faut se retourner à la source, etc., etc. Donc on leur a appris comment on fait de la biblio. On leur a appris surtout comment on monte une expérience, les questions qu'on se pose, comment on teste une question, comment monter un protocole expérimental. Et bien sûr, le but à la fin, c'était de produire de la nouvelle connaissance, de faire une publication scientifique tous ensemble. Donc je ne vais pas vous passer longtemps dessus, mais je vous rappelle juste en quelques mots, le réchauffement climatique, c'est 1,2 degré de plus depuis 80 ans sur la surface de la Terre. Bien sûr, c'est une valeur moyenne. Les prédictions les plus optimistes des scientifiques disent plus 2 dans 80 ans, les plus pessimistes disent plus 8. Alors juste pour vous dire, à la version optimiste, plus 2, c'est 5% des espèces qui seront en voie d'extinction. Plus 4, c'est même pas le pire, hein. C'est un entre-deux, c'est 16%. Donc clairement, c'est pas terrible. Et surtout, les scientifiques, récemment, ils ont dit, mais attention, parce que vous focalisez sur les effets du réchauffement climatique que sur les plantes et les animaux. Vous oubliez les micro-organismes. Or, je vous rappelle, 32 fois la biomasse. Donc, ils sont affectés par la température. Et c'est des organismes qui sont fondamentaux. Donc, si vous prenez, par exemple, toutes les myxomycètes, donc la grande classe des blobs, ce sont des organismes qui, dans la nature, mangent des bactéries et mangent des champignons. Les bactéries et les champignons, c'est de la matière organique. Et à l'issue de la digestion, le blob, il fait ses petits besoins, hein, comme tout le monde, et il excrète des minéraux. Et les minéraux, ça fait quoi? Ça fertilise le sol et ça nourrit les plantes. Donc, c'est des organismes qui ont tout un intérêt dans leur écosystème. Donc, on est parti avec cette idée-là. On va faire une expérience sur l'effet des changements de température sur le blob. Et d'abord, on a fait un appel à intérêt. D'abord, on s'est dit, on va voir, avant de lancer vraiment la grosse machine, qui serait intéressé. On a reçu 48 000 demandes. Alors, c'était beaucoup trop par rapport aux moyens limités qu'on avait. Et donc, ce qu'on a fait, moi, je suis un peu lâche. Je ne savais pas qui choisir. J'avais lu tous les questionnaires, hein, mais je ne savais pas qui choisir. Et donc, j'ai demandé au blob de choisir. J'ai attribué aléatoirement un chiffre 1, 2 ou 3 aux volontaires. Et j'ai lancé mon blog, ça a été filmé, c'était en direct, hein, ils ont pu voir, il n'y avait pas de triche. Et on s'est dit, le premier groupe qui est touché par le blog sera celui qui participera au projet. Donc il n'y a vraiment pas eu de favoritisme, etc. Et donc dans notre projet, on a des écoles, des familles, on a des étudiants, on a 50 EHPAD, on a 3 établissements pénitentiaires, on a des centres médico-sociaux, etc. Et on a dû préparer du coup 60 000 blobs, parce que chaque personne recevait 4 blobs. Ça nous a pris 8 mois avec Céline et Émilie. Gros travail. Tous les soirs, devant la télé, à découper des blobs. Et on a demandé aux volontaires de tester des profils de température. Et donc, on avait différents profils. D'une part, on a regardé l'effet d'une vague de chaleur. Donc, il faisait chaud de plus en plus longtemps. Ou la fréquence de plus en plus souvent. Ou l'intensité de plus en plus chaud. Et chaque volontaire avait plein de blobs. Il devait en élever à plein. Et ils avaient un groupe contrôle qui laissait tranquille à température ambiante et un groupe qui chauffait avec une lampe à infrarouge. Alors, au niveau de l'organisation d'un tel projet, c'est assez compliqué parce que déjà d'avoir 4 stagiaires au laboratoire, ça prend du temps. Mais imaginez en avoir 15 000 qui ne sont même pas dans votre laboratoire et qui ne sont pas des scientifiques et qui cherchent à faire, ils doivent faire une expérience. Donc, on a développé plein de nouveaux outils, des vidéos en ligne où on montrait comment on faisait l'expérience. Vous savez, comme une expérience de cuisine. On avait des protocoles, on avait des webinaires réguliers, on avait un FAQ et on avait un email. Moi, j'ai échangé plus de 20 000 emails en 3 mois. Et vraiment, on avait des quiz aussi pour tester, pour voir si vous avez bien compris le protocole, où il y avait des lots à gagner, etc.
Et donc c'est une expérience qui a bien marché puisqu'on a récupéré des données. Alors les gens devaient nous ramener des données de température et des photos de blobs. Donc en fait, ils faisaient une expérience comme ça où ils laissaient le blob explorer leur environnement et ils prenaient des photos. Et ils nous renvoyaient ces photos. On a reçu 900 000 photos. Ça, c'est moi, après 700 000 photos. Il m'en reste 200 000 à regarder encore. Je n'ai pas tout à fait fini. Pour valider en fait les protocoles, il y a des blobs partout. C'est des gigas de données de photos. Mais ça a super bien marché. On a les premiers résultats qu'on a publiés sur le site du CNRS. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder. Et on a vraiment des beaux effets en fait des 3 paramètres qu'on a testés. Donc si à l'issue de cette conférence, vous êtes tombé comme moi, amoureux de cet organisme vivant, sachez qu'il est possible d'en avoir un à la maison. Alors dans le livre « Moi le blob », on explique comment l'élever, parce que c'est comme un petit organisme de compagnie. Mais le mieux, c'est d'aller le récolter en nature. Si vous allez dans les forêts et que vous récupérez en fait la litière, les petits bouts de bois, et en particulier les petits bouts de bois morts, que vous les gardez chez vous pendant un certain temps, vous pouvez voir l'émergence de blobs et vous pouvez même peut-être découvrir de nouvelles espèces puisqu'on est loin de connaître toutes les espèces. Et vous en avez, vous en avez des rouges, vous en avez des oranges, vous en avez des blanches. Enfin, il y a vraiment toute une variété. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire, on a fait un tutoriel en ligne, c'est 12 minutes, et on vous explique les b.a.-ba de l'élevage du blob et de la chasse au blob aussi. Donc si jamais... Donc j'espère vous avoir convaincu que le blob c'est vraiment un super-héros de la biologie, de par ses capacités, mais aussi de par le fait qu'il peut réunir les gens ensemble sur des projets. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, eh ben, j'ai une dernière vidéo, et ce sera ma toute dernière. C'est un morceau de musique. Le blob peut être musicien aussi. Et donc ça, c'est un projet de Eduardo Miranda, qui est un chercheur et aussi musicien, qui a connecté en fait un piano, son piano, à un blob qui lui-même est connecté à un autre piano. Et par des potentiels électriques, en fait, à chaque fois qu'il joue une note, ça joue sur les oscillations des contractions de veines sur le blob qui réagit en contractant différemment. Et ces contractions sont traduites par un deuxième piano qui joue avec un système d'aimant. Et voici la musique du blob qui a été jugée par les critiques comme très lynchienne. Voilà. Vous pouvez aller sur SoundCloud si jamais vous avez envie d'écouter la suite. Ça dure assez longtemps. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions. J'ai une question par rapport à l'optimisation des chemins qui a été mis en place. Par rapport aux chemins qui sont mis en place avec les fourmis, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le blob est meilleur que les fourmis? Alors, ils utilisent un système qui est assez différent parce que les fourmis, elles optimisent leur réseau en déposant des phéromones sur le sol qu'elles amplifient. Le blob, si vous avez vu, il triche un peu. Ce qu'il fait, c'est que d'abord, il produit toutes les solutions et après, il fait ce qu'on appelle du pruning, c'est-à-dire qu'il se rétracte en fait. Et donc, les fourmis font moins ça. Elles font un petit peu se disperser partout et converger. Mais il y a le système d'amplification à l'origine de la sélection des chemins chez les fourmis est très proche quand même du système d'amplification qui est à l'origine de la sélection des veines les plus grosses chez le blob. Donc on va retrouver des systèmes qui sont assez similaires, mais je crois que personne n'a comparé en fait les algorithmes fourmis aux algorithmes blob. Parce qu'en fait, le système des fourmis, ça sert pour toute la communication en réseau. Oui, ça a servi dans les réseaux de télécommunications aussi. C'est ça. Donc on utilise le même système. Alors. Oui, alors c'est moins utilisé maintenant les algorithmes fourmis parce qu'ils ont trouvé des choses un peu plus performantes. Mais oui. Mais il y a plus de plasticité chez le blob dans son réseau que chez les fourmis. Les fourmis restent des fois piégées en fait dans leur système de phéromones. Oui. Ok. Bon défi alors à faire. Bonjour. Quand le blob
s'étend et qui se rétracte. Est-ce qu'il reste des cellules après la rétraction sur les zones où il s'est étendu? Alors comme c'est qu'une cellule, non, puisque c'est une cellule unique. Mais par contre, ce qu'il laisse derrière, c'est du mucus. Et en fait, il marque les environnements qu'il a déjà explorés. Et comme il n'aime pas marcher sur son propre mucus, sur son propre mucus, il s'en sert comme d'une mémoire externe de l'environnement et ça lui évite d'explorer 2 fois le même endroit. Okay. Donc il laisse vraiment comme les escargots des marques tout le temps, en permanence. Okay. Merci. Bonjour, merci pour la conférence, c'était très sympa. Donc dans la mesure où il n'y a pas de synapse, pas de neurones, où est stockée l'information de la mémoire? C'est une très bonne question. Un peu partout, en réalité, on pense. On pense qu'elle circule dans le liquide intracellulaire, dans le cytoplasme, parce que ce qu'on a fait quand on a appris à des blobs, on les a fait fusionner, mais on les a aussi partagés en petits morceaux. Donc on a pris un blob à qui on avait appris, par exemple, à ignorer une substance, et on l'a coupé en 10 morceaux, et on a testé les 10 morceaux. Les 10 morceaux avaient l'information. Donc clairement, cette mémoire, elle est distribuée à l'intérieur de la cellule. Et elle circule, et à mon avis, on a regardé l'expression des gènes, on a fait ce qu'on appelle la transcriptomique, on a regardé le niveau d'expression de certains gènes et on voit que les blobs qui ont appris quelque chose ont 200 gènes qui sont surexprimés par rapport à des blobs naïfs. Donc on pense que c'est peut-être des ARN qui circulent dans la cellule et c'est pour ça qu'en ce moment on est en train de monter un projet pour faire des transferts d'ARN, juste du message ARN, donc c'est-à-dire dans le cytoplasme, prendre les ARN et transférer ça dans un autre blob. Donc, si on transposait ça à l'humain, on pourrait imaginer que notre mémoire, elle est partout dans notre corps et pas que dans notre cerveau. Il y a eu une expérience sur les limaces de mer, l'aplysie, où ils ont en effet transféré des ARN, des tout petits ARN, d'une aplysie à une autre, et ils ont pu transférer de l'apprentissage. Et chez les vers, ça existe aussi, où ils transfèrent des petits ARN comme ça, d'un vers à l'autre, pour se transférer des apprentissages. C'est très peu étudié, en fait, chez les humains et en particulier même les mammifères, parce que les gens sont très centrés sur la synapse à l'heure actuelle et ils ont du mal avec toute cette théorie de la mémoire moléculaire basée sur l'ARN. Mais c'est en train de venir parce que ça vient justement des gens qui, comme nous, travaillent sur les organismes unicellulaires, qui eux n'ont pas de neurones, donc clairement ils ne font pas avec des synapses. Bonjour, merci beaucoup. Vous nous avez dit que ça respirait, donc ça consomme de l'oxygène, ça produit du CO2. Et quel est le quotient à ce moment-là par rapport à l'être humain? Est-ce que ça produit plus de CO2 que ça ne consomme d'oxygène? Est-ce qu'on sait ça? Non, je ne crois pas que c'était étudié. Ils ont étudié un petit peu de données métaboliques, mais je sais que ça consomme suffisamment d'oxygène. Si vous l'enfermez dans une boîte, il peut tenir par exemple 3-4 jours, mais au-delà de ça, il va souffrir du manque d'oxygène. Donc il en consomme quand même pas mal. C'est vraiment une grosse machinerie. Hein. Si vous regardez, vous savez, en fait, le traitement de l'oxygène se fait par des organelles qu'on appelle les mitochondries. Et si vous ouvrez un blob et vous regardez le taux de mitochondries qu'il a, c'est vraiment une centrale énergétique, quoi. Donc je ne serais pas surprise qu'il consomme beaucoup plus d'oxygène qu'une cellule classique. Au niveau de la mémoire et de son apprentissage, vous nous avez donné plusieurs exemples où en fait il apprend ce qui a l'air d'être uniquement positif pour lui ou pas. Il apprend surtout ce qui est négatif pour lui. En fait, il apprend à s'habituer à des choses négatives. Les récompenses alimentaires, on a essayé de faire des apprentissages avec des récompenses. Par exemple, on voulait faire de l'apprentissage qu'on appelle associatif, comme avec le chien de Pavlov, c'est-à-dire associer, par exemple, une substance chimique avec de la nourriture. À chaque fois que tu vois, par exemple, de la vanille, tu auras à manger. Ça ne marche pas du tout. Ça a été un échec total. Donc on utilise beaucoup, c'est vrai, des systèmes qui sont plutôt des stimuli qu'on appelle négatifs, donc des substances qu'il n'aime pas, le froid, mais très peu de choses très positives. En fait, la seule chose positive pour le blob, c'est la nourriture. Tout ce qu'il aime faire, c'est manger. Et en fait, chaque fois qu'on le fait traverser un pont, on le nourrit au bout du pont, mais c'est juste parce que il faut qu'il garde. Si vous nourrissez pas un blob, il rétrécit au fur et à mesure, et vous pouvez pas finir votre expérience. Parce que si vous le nourrissez pas, à l'inverse, il maigrit. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il trouve le moyen et il le transmet pour justement aller se nourrir. Donc il n'aime pas. Oui, c'est ça. Ah oui. De toute façon, on peut rien mettre entre le blob et sa nourriture. C'est très difficile en fait de. Le blob a toujours trouvé un moyen. Il y avait des enfants qui, dans les écoles, avaient même montré que le blob pouvait monter en hauteur sur des petits cure-dents si jamais on mettait un flocon d'avoine au bout du cure-dent, quoi. Alors que c'est pas du tout un comportement naturel chez le blob. Donc oui,
Il est difficile en fait de le piéger. Et il y a eu des fois où par exemple, on l'a mis face à des substances qu'il aimait vraiment, vraiment pas. Et là, il a préféré s'échapper du dispositif expérimental, quoi. Il est parti, quoi. Bonjour, merci pour la conférence. Vous dites donc qu'il y a plusieurs espèces de blobs. En dehors de la couleur, du coup, quelles sont les caractéristiques sur lesquelles les différentes espèces vont pouvoir jouer, avoir des caractéristiques différentes? Alors, il y a plein de familles, déjà. Dans la classe des Myxomycètes, il y a plein de familles. Alors, les Physaral, donc Physarum fait partie, ils se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire c'est des cellules qui ont un réseau vasculaire, comme je vous ai montré là, le rouge, le orange, etc. Mais après, il y a des familles, par exemple, les Lycogala, c'est des boules, c'est juste des boules. Il n'y a pas de réseau veineux là-dedans. C'est juste une petite boule de couleur. Il y en a, ça ressemble plus à des éponges, sont très très épais. Ça, c'est par exemple le Fuligo, le Fuligo septica, qui est une espèce qu'on voit beaucoup en France. Elle est très épaisse, elle peut faire ça d'épaisseur. Et c'est celle dont je parle dans l'anthologie parce qu'elle a été vécue beaucoup comme un monstre. Il y en a, ils ressemblent vraiment à des petites, comme des spaghettis, quoi, où c'est juste la veine finalement qui est restée. Donc on a plein de formes différentes. Et les Physarales, comme donc Physarum, ce sont ceux qui se déplacent le plus vite. Donc c'est vraiment ceux qu'on va repérer, qu'on va utiliser en manip de comportement. Mais oui, il y a une grosse diversité de formes, de couleurs, de tout. Est-ce que vous avez des données un peu plus intéressantes à nous donner ou un peu plus précises sur l'effet intergénérationnel que vous avez dit là, quand en fait il y a des vieux et des jeunes, tout d'un coup tout le monde devient jeune? Parce que ça c'est quand même quelque chose qui est très... Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on garde là, ils sont toujours vivants d'ailleurs, ils ont 3 ans maintenant, ceux que vous avez vu qui avaient 2 ans, ils ont 3 ans. On regarde le stress oxydatif, qui est une marque du vieillissement cellulaire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on suit le stress oxydatif depuis qu'ils sont tout petits. Et on regarde en fait ce stress oxydatif après la dormance. Et on a en effet observé qu'après la dormance, il y avait une baisse du stress oxydatif. Et donc là, on est en train de se focaliser sur les enzymes qui sont responsables en fait de la régénération dans les cellules, des nettoyages, etc. Pour voir si... Parce qu'en fait, notre hypothèse, c'est que l'organisme qui est vieux, lui, récupère en fait de toute la machinerie cellulaire du jeune pour pouvoir se réparer tout simplement. C'est juste que peut-être, comme il est ralenti, peut-être son métabolisme est ralenti, peut-être il exprime moins de gènes qui sont impliqués dans la réparation, et que peut-être en récupérant, parce que quand vous voyez les veines, là, dans les veines circulent les noyaux. Donc il y a un échange de noyaux aussi entre le vieux et le jeune. Donc en fait, il suffit peut-être au vieux de récupérer quelques matériel en fait génétique du jeune pour pouvoir repartir. En fait. Donc notre hypothèse est là, et donc là en ce moment on fait beaucoup de séquençage, mais en réalité comme le génome est séquencé mais pas annoté, on peut pas faire grand chose de plus que voir des gènes qui sont surexprimés, sous-exprimés. Mais comme on n'a pas vraiment à quoi correspondent ces gènes, on va pas beaucoup plus loin que ça actuellement. Bonjour, merci pour la présentation. 2 petites questions. La première, c'est quoi la chose la plus grosse que vous avez réussi à faire à manger à un blob? C'est un jambon Alors, il n'est pas très fan du jambon, mais c'est un peu salé. Non, c'est les champignons, honnêtement, c'est des champignons. On leur a donné une fois un cèpe, mais vraiment un gros cèpe, et il l'a mangé entièrement. Et c'est très marrant parce que quand il mange un cèpe, il y a son système d'oscillation qui s'emballe complètement, il se contracte, il se relaxe, c'est hyper rapide. On a l'impression, c'est hyper anthropomorphique, ce que je veux dire, mais on a l'impression d'une excitation quoi, face à un cèpe, parce qu'il le mange, mais vraiment, il s'en régale, quoi. Mais c'est pas tous les champignons. Il y en a qui l'aiment pas, comme nous. Et vous disiez qu'au bout d'un moment, donc, il avait un cycle de vie. Au bout d'un moment, à la fin, il produit ses spores. Est-ce qu'il y a moyen de le faire durer plus longtemps? Je ne sais pas, en lui donnant de plus en plus de nourriture ou de la nourriture c'est ce qu'on fait. Nous, en fait, on les empêche depuis déjà 12 ans de sporuler. En fait, c'est très simple. Pour que le blob ne sporule pas, il faut le garder dans le noir et lui donner à manger tout le temps. En fait, les 2 stimuli qui sont responsables de la sporulation, c'est le manque de nourriture et la lumière. Donc en fait, dès qu'un blob il a atteint une certaine taille et que dans la nature, il a un peu faim, il n'a pas trouvé les bactéries et qu'il y a un petit rayon de lumière, pof, il sporule. Et nous, dans le laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on l'empêche de faire ça. Donc on le garde dans l'état un peu adolescent toute la vie. Mais du coup, donc, il a un système de réparation génétique qui doit très très bien marcher, parce qu'il arrive à... C'est ça, parce que dans la nature, en réalité, on ne trouvera jamais des blobs qui ont 1 an ou 2. Quoi. Ouais, non, c'est très artificiel. D'accord, ok. Merci. Vous pouvez pas essayer de les faire vivre éternellement, vu qu'ils s'habituent à... Alors moi, le problème, c'est que je ne vais pas vivre éternellement.
Donc nos blobs, ils ont quand même plus de 70 ans déjà. Donc ils vont vivre déjà, à mon avis, encore au moins 20 ans avec moi, j'espère. Et après, je les transmettrai à des étudiants qui les garderont. Mais oui, c'est des individus qu'on se prête de labo en labo depuis les années 60. Et c'est les mêmes, toujours, depuis toujours. Mais là où je voulais en venir, c'est comme ils disparaissent s'il y a de la lumière. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de les habituer par des gradients de luminosité à ce qu'ils ne disparaissent plus jamais, même qui ne se brûlent jamais. Ouais. Mais en réalité, bon, non, je crois pas qu'on peut, parce que c'est des choses qui sont quand même très génétiquement déterminées. À part de faire de la transformation génétique, parce que en réalité, la reproduction, c'est vraiment une chose qui est vraiment pour tous les animaux. Le but, entre guillemets, c'est de survivre et de se reproduire. Et donc, en fait, c'est des mécanismes qui sont mis en place, qui sont hyper robustes. Donc, il faudrait, en fait, par exemple, faire muter les récepteurs qui répondent à la lumière. Et donc, nous, on a un blob qui est albinos, par exemple, au labo, qui est un mutant, qui a été fait à l'époque de la mutagénèse non dirigée. Vous savez, vous faisiez muter plein de choses en les mettant sous les UV. Et nous, on a un Physarum polycéphalum qui est albinos, qui est blanc. Il est très capricieux, c'est pas mon préféré. Et lui, par exemple, il peut pas se brûler parce qu'il perçoit pas la lumière. Donc lui, on peut le garder qu'à l'état de plasmode, éternellement. Mais du coup, voilà, il dépend de nous, du coup, de si on en prend soin ou pas. Merci encore Audrey. On arrive malheureusement à la fin de la conférence. Donc vous pouvez retrouver Audrey pour poser encore plein de questions pendant la séance de dédicace. Et encore merci pour la conférence et pour les...